Bienvenue au Grand Silence. Cette fois, pas de Benjamin ni de Martin, vous êtes en compagnie de Lucie et de moi-même, donc Paul, pour un épisode bonus autour de l'épisode sur les adaptations de livres primés. Nous faisons cet épisode bonus pour parler justement de l'actualité en question, à savoir la sortie de Leurs enfants après eux, adapté du prix concours de Nicolas Mathieu, et la sortie de Limonov, La Balade, adaptation de Limonov de Emmanuel Carrère, qui a reçu le prix Renaudot. Alors, on vous prévient, nous sortons de notre ligne édito le temps de cet épisode. Attention, cette cascade est réalisée par des presque professionnels. Nous ne sommes en aucun cas responsables des conséquences si vous tentez ça chez vous. Nous allons parler de Leurs enfants après eux, qui à ce jour fait plus de 200 000 entrées, donc à peu près 2 fois plus que nécessaire pour apparaître dans notre émission. Enfin, 2 fois plus 2 fois trop. Voilà. Un succès renversant. Succès renversant. Bien, nous allons entamer directement cet épisode, du coup, avec Leurs enfants après eux, des frères jumeaux Boukerma, donc Zoran et Ludovic. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto? Quand on est sorti, la moto était plus là. Je suis mort, putain! On va les retrouver. Sinon, cette famille est foutue. Attendez! Faut qu'on se tire, papa va me tuer! Alors, Leurs enfants après eux, adaptation du roman Goncourt 2018 écrit par Nicolas Mathieu. Un livre dont j'imagine qu'il a eu un très très gros succès, puisque ne suivant pas du tout l'actualité littéraire, j'en ai entendu parler par 2 personnes, ce qui est assez énorme pour moi. Par contre, les frères Boukerma, eux, j'en ai beaucoup entendu parler, à commencer tout simplement par leur premier court-métrage. Alors, pour situer à peu près, les frères Boukerma, ils avaient fait des études de cinéma à l'école de la Cité du Cinéma, l'école de Luc Besson, il me semble. Ah, ok. Et en fait, ils avaient... moi, j'ai découvert par Arte leur premier court-métrage qu'ils avaient co-réalisé avec Marielle Gauthier et Hugo Thomas. C'est vraiment un film fait à 4. Un film qui s'appelle Perrault, la fontaine, mon cul. Vraiment un titre très rigolo qui racontait l'histoire d'un père divorcé dont la mère, en fait, la mère de leur fils voulait récupérer la garde. Sous-entendu sous le prétexte qu'en fait le père en question est illettré, ne sait pas lire, et en fait dans le film on le voit, il commence à apprendre à lire. Ce court-métrage a quand même été assez marquant puisque le premier rôle est joué par Daniel Vanet, qui n'est pas du tout un acteur pro, mais vraiment quelqu'un qui a commencé à apprendre à lire à 47 ans, je crois, qui a vraiment une vie pas évidente. Le Quatuor, enfin le Quintet, va recommencer à faire un court-métrage après qui s'appelle Ich bin ein Tata. Avant le premier long-métrage, toujours à 4 réalisateurs, premier long-métrage qui est Willy Ier, toujours avec Daniel Vanet en premier rôle, et qui raconte l'histoire de un homme qui cherche à partir de la maison, donc avoir son appart, son boulot, ses copains. Un truc totalement évident pour tout adolescent, mais lui, il a 50 ans. Film pas mal inspiré de la vraie vie en fait de Daniel Vanet, qui ne continuera pas du tout à faire de cinéma. Alors, petite anecdote, c'était un acteur amateur, mais quand j'ai vu Perrault la fontaine mon cul, j'ai trouvé vraiment dingue au point de me dire mais en fait c'est un second couteau depuis 30 ans, je l'ai forcément vu dans d'autres choses, pas du tout. J'ai eu la chance de le croiser, de le rencontrer, et je lui ai dit ça pour le flatter, et il m'a regardé avec un petit sourire en coin, il fait ah ouais. Voilà, très content qu'on lui ait dit que j'ai cru que vous étiez vraiment un pro, donc bravo. Je ferme la parenthèse Daniel Vanet, il n'a pas du tout fait d'autres films, il a été approché pour des projets, mais il n'a pas voulu refaire de cinéma, et j'en parle spécifiquement puisque le 22 novembre dernier, il est décédé. Donc,
paix à son âme. Il y a juste une lettre que t'as mal lue. Est-ce que tu sais me dire quelle lettre c'est ? Léo, il a dit ça au pif. Lis la phrase en entier, ça va peut-être aider. J'ai perdu mon chameau. C'est bon ? J'ai gagné l'image ? Et donc du coup, Willy Ier, donc c'est un film voilà avec petits moyens, dont il n'y a que Noémie Lovski au casting qui soit une actrice pro. Et en fait, après ça, donc du coup, les 4 réalisateurs ne vont pas retravailler ensemble. Et les frères Boukarma vont vraiment, eux, continuer à eux deux. Et ils vont se faire connaître pas mal avec 2 autres longs métrages, Teddy et L'année du requin, qui se placent vraiment dans un sillon un peu particulier, on va dire. Alors, particulier a priori, mais peut-être pas du tout. En fait, aussi, dans le cinéma français, voilà, il y a la comédie, il y a d'autres genres fantastiques, horreur, et on a l'impression que les deux ne se mélangent pas. Voire que, pour exagérer, on a l'impression que les deux même se font une espèce de guéguerre débile. Prochainement, un ours dans le Jura. Mais les frères Boukarma, eux, ils décident pas d'aller dans ce clivage, ils mélangent les deux directement. Donc Teddy, c'est une comédie autour d'un jeune homme qui devient un loup-garou. Et donc ça file petit à petit dans le film d'horreur. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais il m'avait dit une phrase pas mal, c'est on dirait le mix de Grave, donc de Julia Ducournau, et de Petit Quinquin. Et je dois dire que c'est quand même très véridique. Donc c'est un film de loup-garou dont le climax se passe lors d'une soirée de loto à la salle des fêtes. Mais c'est tellement un film français. Ah oui, c'est hyper français. Très chouette film avec un Anthony Bajon qui est du feu de Dieu, très très bon. Mais avec lui, d'autres acteurs un peu pros, Noémie Lovski revient, mais ça reste beaucoup d'acteurs amateurs. Et le film suivant, donc c'est L'année du requin. Petit topo, c'est Les Dents de la Mer, grosso modo, mais au bord d'un camping dans les Landes, et les victimes, c'est vraiment des vieux qui font du paddle. Et donc c'est Les Dents de la Mer avec Marina Foïs et Cadmerade, pour le dire. Par contre, celui-là, très franchement, je sais pas si tu l'as vu, Lucie. Non, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de retours pas top. Ouais, voilà. Alors, je partage cet avis. J'ai trouvé ça vraiment raté. Voilà, c'est pas drôle. Quand ça veut faire un peu peur, ça marche pas non plus. Enfin bref, je vais pas développer là-dessus. J'aimerais bien le voir quand même, malgré tout. Juste parce que ça a l'air un peu bizarre quand même. Bah, c'est le film de requin 100% franchouillard. Ouais, voilà, Pour ça m'intrigue voilà, un peu. Ça m'intriguait beaucoup. Rien que sur ça. Donc ça, c'est les 2 longs métrages réalisés uniquement par les 2 frères Boukarma. 2 films, pas des gros budgets, mais là, avec leurs enfants après eux, c'est un film de commande. Le film devait être réalisé à la base par Gilles Lelouch. C'est produit par Alain Attal et Hugo Sélignac, donc les producteurs de Gilles Lelouch et de Guillaume Canet. Voilà, Hugo Sélignac, c'est un nom que vous devez peut-être voir souvent. Il produit Cédric Jimenez, il a produit Le Royaume dernièrement, c'est lui qui produit Le Grand Bain et L'amour ouf. Finalement, Gilles Lelouch n'a pas voulu réaliser le film, mais il a dit attendez, il y a 2 gars qui ont fait Teddy. Voilà, il les a aiguillés vers eux. Du coup, les frères Boukarma ont été approchés pour le projet. Ils ont écrit, réalisé, et le film est sorti comme on l'a vu. Et c'est, on va dire, une certaine étape dans une carrière, j'ai envie de dire, puisque là, c'est leur premier film vraiment à gros budget. Le film a coûté une 15aine de millions d'euros. Donc du coup, leurs enfants après eux, grosse étape un peu dans leur carrière, a priori. Peut-être que eux ne le ressentent pas comme ça. Moi, personnellement, ayant beaucoup aimé leur premier court-métrage, ayant vraiment apprécié Willy Ier et Teddy, vraiment pas L'année du requin, j'attendais le film, vraiment par curiosité, en me disant qu'est-ce que ça peut donner. Et du coup, on va vous en parler avec Lucie. Lucie, est-ce que tu te sens de pitcher le film ? Donc, l'histoire se passe dans la Lorraine, donc en Moselle plus spécifiquement. Donc, c'est dans un village où il y avait les hauts fourneaux qui ont fermé depuis. Donc, c'est vraiment une région symptomatique de la
désindustrialisation de la France. Mhm. Voilà. Donc, avec toutes les conséquences que ça a, voilà, la pauvreté, des familles qui sont comme des cons parce qu'ils ont plus de boulot, et leurs enfants après eux qui doivent grandir là-dedans. Et donc, on suit un gamin de 14 ans au début de l'intrigue, en 1992, qui essaye de survivre tant bien que mal dans ce milieu, disons, très démoralisant, avec des parents dysfonctionnels, une mère bipolaire et un père violent et alcoolique. Mhm. Et en fait, un jour, il rencontre une nana en allant se baigner dans un lac. Et elle lui propose de le rejoindre à une soirée. Elle a 2 ans de plus que lui, à peu près. Elle est un petit peu plus grande. Lui n'est pas du tout sûr de lui. Elle a pas mal d'assurance. Elle est consciente de son pouvoir de séduction. Donc, il se rend à une soirée où elle est. Mais pour aller à la soirée, en fait, il doit prendre la moto de son père. Et son père est pas très chaud, mais il lui demande pas son avis. Il la prend quand même. Donc c'est pas n'importe quelle moto. Enfin, voilà. C'est une moto, je pense que le livre doit en dire plus là-dessus, je l'ai pas lu, mais c'est une moto qui a une importance affective, en tout cas pour le père. Très important. Et donc il va à sa soirée. Il pécho pas la meuf de suite, en tout cas. Et le lendemain, la moto disparaît. Donc, Aïe aïe aïe. que c'est vraiment la fin du monde quand t'as 14 ans. Et de cette moto qui a disparu va découler un scénario catastrophique. Petit à petit, en fait, touche par touche, on va aboutir à un enfer. Voilà. Et donc, l'histoire, elle est découpée en 4. Donc, il y a la partie en 92 quand il a 14 ans. Ensuite, en 94, 96 et 98. Voilà. Donc, il y a 4 parties qui se passent à 2 ans d'intervalle à chaque fois où on suit le même personnage. Interprété par Paul Kircher, que vous avez vu et probablement admiré dans Le règne animal. Moi, je le trouve extraordinaire, cet acteur. Et donc, en face, donc, pour jouer le rôle de la jeune fille dont il est amoureux, c'est Angelina Wirth, que je ne connais pas encore. Je n'aime pas du tout, moi non plus. Mais qui est une actrice à suivre. Et aussi, vous avez donc, au milieu de tout ça, une famille d'origine arabe, très importante dans l'histoire. Et pour moi, l'acteur qui joue Yacine, c'est vraiment une révélation. Donc, c'est vraiment peut-être le personnage le plus captivant que j'ai trouvé. Bon. Et Gilles Lelouch interprète le père du personnage principal. Voilà, donc le père violent et alcoolique. Et Gilles Lelouch, justement, devait réaliser leurs enfants après eux, comme on a dit précédemment, mais il était trop occupé par l'amour ouf. Et finalement, ils lui ont donné le rôle du père. Et honnêtement, je sais pas toi, mais jusqu'ici, moi, je trouvais que Gilles Lelouch, c'était peut-être un meilleur réalisateur qu'acteur. J'aime énormément l'amour ouf. J'aime énormément Narco. Après, en acteur, je le trouvais un peu moyen, sans plus, quoi. Il fait le taf, mais sans plus. Et dans ce film-là, leurs enfants après eux, j'ai pas les mots tellement je l'ai trouvé absolument excellent, quoi. Dans son portrait d'un... C'est ça, l'alcoolisme, en fait. J'ai rarement vu l'alcoolisme aussi bien représenté au cinéma. Moi, j'ai trouvé très très bon. Et c'est vrai qu'autant j'ai louche acteur, j'ai l'impression que ça marche un peu par période. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où voilà, j'ai pu penser comme beaucoup de monde, genre, ouais, bon, bof bof. Mais voilà, il est capable de jouer très bien, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Comme il écrit, il réalise vraiment bien. C'est vrai que dans ce film-là, c'est un film qui exploite quand même pas mal son image un peu de mec un peu bourrin, possiblement très beauf.
Ça, il n'y a pas à dire, il le joue très très bien. C'est vrai qu'il a un côté quand même un peu imposant, quand il est un peu vénère, t'as pas envie d'être face à lui. Non. Et il est extrêmement touchant. Enfin, il y a une scène sur du Johnny Hallyday qui est magnifique. Ouais. Là-dessus, ouais, où il est vraiment tout seul, bourré à une soirée. Et il est vraiment touchant. Ouais. Toute cette séquence-là où il est complètement isolé et personne veut danser avec lui à cette fête puisque c'est officiellement un alcoolique, un paria, comment dire, un infréquentable. Toute cette séquence-là m'a bouleversée à un point. C'était vraiment très difficile à regarder. Et sa prestation y est pour beaucoup. Voilà. Et globalement, c'est un film. À la sortie de la salle, j'étais pas sûre d'avoir apprécié. Parce que c'est très frustrant, c'est très douloureux. Je vous le cache pas. C'est pas un film agréable à regarder. Mais plus j'y repense et plus je réalise que. Je trouve que c'est vachement bien, en fait. Alors voilà, c'est vrai qu'on peut peut-être dire, moi je savais pas du tout, je connaissais pas le pitch. Enfin, je connaissais juste vite fait l'histoire de la moto qui disparaît, mais qui est plus un élément déclencheur qu'autre chose. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, c'est qu'on suit un personnage d'adolescent, du coup, d'origine marocaine, joué par donc Saïd El Alami, qui est vraiment, pareil, très captivant, comme t'as dit. Ah, ouais. Et voilà, faut savoir que le film brasse beaucoup de sujets, dont l'alcoolisme, famille dysfonctionnelle un peu, la xénophobie, beaucoup. Et il y a beaucoup de moments assez violents. Il y a une scène dans des toilettes qui est très anxiogène, il faut le dire. Mais ouais, alors c'est vrai que pour les frères Boukarma, du coup, c'est vrai que le choix de leur proposer ce film-là, ça me paraît vraiment totalement cohérent, parce que eux-mêmes viennent justement d'un village, apparemment, d'une famille qui a pas gros moyens. Ils ont vraiment mis ça en valeur, un peu la France de la diagonale du vide, précédent. Il faut dire que voilà, là, on est vraiment en plus à une étape en plus par rapport à leurs autres films, pas forcément en tant que budget, mais en termes vraiment d'ambition artistique. Oui. Voilà, comme tu as dit, c'est une fresque qui se passe de 92 à 98. Voilà. C'est très 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 années 90 corps. Si vous aimez, il y a les Red Hot Chili Peppers, la BO elle est phénoménale, il y a du Johnny Hallyday, il y a Florent Pagny à un moment, enfin. Savoir aimer, voilà, on passe en 98 sur le clip de Florent Pagny, ça c'est très très bonne idée. C'est le premier clip que je me souviens avoir vu. Ah ouais? Donc ça m'a fait un petit choc, c'est vrai, ouais. Mais bon. Mais oui, en fait, c'est ça. Il y a des comparaisons qui se font pas mal avec l'Amour ouf, parce que l'Amour ouf était une fresque dans les années 80 avec une BO assez jukebox aussi. Et il y a Gilles Lelouch en lien avec tout ça et Raphaël Quenard aussi, oui. accessoirement. Mais la comparaison s'arrête là parce que c'est pas du tout le même type d'histoire d'amour et pas les mêmes sujets. Enfin voilà, c'est complètement différent. L'Amour ouf, ça se regarde comme un film de Bollywood. Oui. Quasiment, voilà. C'est totalement over the top volontairement. Et leurs enfants après eux, je rappelle que c'est un prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est des auteurs naturalistes, historiquement, qui sont récompensés. Et leurs enfants après eux est un film naturaliste. C'est tout dans ce film est absolument crédible. Ouais. Et c'est même glaçant, en fait, que ce soit du vraisemblable. Tout ce qui arrive, malheureusement, est vraisemblable. Donc, oui, ça, on y croit à chaque instant, clairement. Oui, voilà, c'est ça, c'est totalement. Et Nicolas Mathieu, je me rappelle à l'époque de la sortie du livre, en effet, on n'entend pas toujours parler des prix littéraires, mais Nicolas Mathieu, je voyais des interviews de lui, j'en entendais pas mal parler. Et c'est vrai que j'avais eu très envie de lire le livre à l'époque.
c'est un mec aussi qui vient de milieu modeste. Il est lorrain aussi. Tous ses bouquins, ils se passent en Lorraine d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui vient de la classe moyenne lorraine, quoi. Donc peut-être pas non plus les classes populaires comme dans Leurs enfants après eux, mais quand même quelqu'un d'origine modeste et il sait de quoi il parle et ça se voit, quoi. Ouais, il s'exprime assez régulièrement quand il y a un peu des crises, genre les gilets jaunes ou quoi. Enfin, c'est quelqu'un d'assez actif là-dessus. Et c'est quelqu'un, voilà, qui vient d'un milieu vraiment plus modeste, qui aujourd'hui est un auteur extrêmement reconnu. Voilà, mais il réfute totalement, et par choix politique, j'imagine, l'étiquette un peu de transfuge de classe. C'est une grande mascarade, cette idée de transfuge de classe, que ça légitime un peu une certaine, on va dire, bon accueil de la bourgeoisie, et puis il y a un truc un peu pédant envers les personnes plus modestes. Totalement, j'aime Voilà. pas cette expression. Ouais, c'est pas une expression hyper aimable, on va dire. Ouais. Disons faussement positive. Et voilà, mais lui, il refuse ça. Donc oui, il y a toujours cette idée-là du déterminisme social dans ses œuvres, et Leurs enfants après eux, on est clairement là-dessus, puisque d'un côté, vous avez donc Paul Kircher, qui est vraiment mal barré dans la vie. Il a une famille qui l'aide pas du tout. C'est pas un gars spécialement con, mais il y a rien dans son environnement qui peut le faire s'épanouir. Au contraire. Et il est très gauche, il a une attitude, il a pas du tout confiance en lui, quoi. Même quand il grandit, je trouve que même à 20 ans, il est quand même un petit peu repli sur lui-même, quoi. Et on peut le comprendre vu ce qu'il a pris dans la gueule. Et puis il a une sorte de balafre de ptosis à l'œil. Oui, qui est pas expliqué, enfin qui est jamais. On pourrait penser que c'est son père qui l'a battu à un moment, et voilà. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est jamais dit, vraiment. C'est jamais dit, mais c'est vraiment. Ça résume le personnage un peu. C'est vrai, il a comme une cicatrice que lui a fait la vie. Et il essaye de la cacher avec ses cheveux, il met ses cheveux devant. Ce qu'il a honte un petit peu, quoi. Et en face, donc, la fille de ses rêves, c'est la fille d'un notable local, quoi, d'un bourgeois un petit peu mégalo qui fait une piste de ski indoor, oui. comme à Dubaï, quoi, genre pour faire du ski au mois d'août. Alors je sais pas si ça a été vraiment fait, ce truc-là, en Lorraine, mais je sais pas du tout, ça m'étonnerait pas que ça. C'est incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc, on sait que ça va être un échec, quoi. Mais bref, elle évolue dans ce milieu-là. À l'inverse, c'est une bourgeoise qui s'ennuie, qui consomme de la drogue, du cannabis, du poppers, et elle consomme les mecs comme elle consomme du poppers, quoi. Il y a jamais d'amour dans son rapport avec les mecs, jamais. Tandis que lui, il veut une vraie histoire d'amour. Ouais. Et il y a une incompréhension de tout le film comme ça qui est vraiment gênante et douloureuse. C'est pour ça que c'est pas très agréable à regarder. Lui l'admire, tandis que elle est persuadée de lui être supérieure. Je trouve qu'elle a du mépris pour lui. Elle est, il est mignon, mais il a l'air un peu con quand même. Je suis tellement mieux que lui. Moi, je pourrais être avec un bourge et habiter à Paris et quitter ma province, quoi. Enfin, c'est ça un peu son attitude. Un peu ça, oui. Et il s'accroche à une fille complètement vide comme ça pendant 6 ans. Ne faites pas ça. Oui. Il y a un vrai taf assez dingue aussi, un peu en termes de fresques, c'est ce décor justement d'usine désaffectée, qui est assez dingue, qui plante le décor littéralement. Et il y a une mise en valeur du lieu qui est assez dingue et qui raconte beaucoup de choses. Il y a un paysage comme ça vraiment complètement désolé, comme ça un peu entre des arbres et des usines désaffectées. Oui, c'est en permanence, il y a ce décor un peu post-apocalypse économique, quoi. Oui, c'est ça, oui. Un rappel permanent, et ça envahit le paysage, et c'est comme si on pouvait pas y échapper. Non.
Et les personnages, ils sont coincés dans cette vallée. En plus, c'est un village vraiment dans un creux, dans une vallée. Et ça fait un vase clos, quoi. Et on voit pas au-delà des collines et il y a pas d'horizon, il y a pas d'espoir et ça se voit aussi dans le décor, ouais. Oui, voilà, c'est vraiment chômage, alcool, on va dire. Je parle comme zone interdite, là, c'est un peu nul, mais Comme le droit de savoir. Il y a une référence au droit de savoir. Dans le film? Oui, à un moment, en fait, t'as je m'en le mec, souviens le pote, il est là, t'as les Arabes, ils volent les mobylettes et après ils les démontent et ils vendent les pièces détachées au Maroc. Je l'ai vu dans le droit de savoir. Ah putain, c'est vrai. C'est les vieilles émissions des années 90 qui te présentaient des scénarios catastrophiques. Et ça m'a énormément fait rire ce moment. Enfin. Mais voilà, c'est un peu pour dire en plus l'état d'esprit un peu, l'espèce de climat de racisme. C'est vrai qu'on parle peut-être pas assez, mais le personnage de Hassan est vraiment assez bouleversant. Donc c'est lui qui vole la moto et il y a une scène où du coup le personnage de Paul Kircher avec sa mère vont voir le père de Hassan pour leur expliquer, écoutez, faut rendre la moto parce que là, ça va pas aller. Et alors, son père, putain, il lui fait une punition. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui fout sur la main, mais il le blesse énormément. Il est bouillante, en fait. C'est l'eau bouillante. Ouais, il a mis une casserole d'eau bouillante. Il a bien préparé en avance, il a bien prémédité. Et il prend la main de Yacine et il lui crame toute la main. Et je crois que, justement, il y a un délire avec les pays arabes ou au Moyen-Âge, fait les mains aux voleurs. Oui, ouais. Et je pense que du coup, c'est ce délire-là, en fait, de lui brûler la main parce que c'est un voleur. Je peux me tromper. Je vois, c'est possiblement ça. Hein. Mais alors, et je dis ça, et le personnage du père n'est pas décrit comme quelqu'un de violent en soi. Alors, il le punit, il disait, ok, tu vas aller au Maroc pendant 2 ans, histoire, voilà, tu vas te calmer. Mais ouais, le père aussi est un peu victime de travail pénible, et c'est dit dans le film, c'est un peu montré, mais il a une santé qui décline au fil des années. Et pareil, c'est assez touchant, on va dire, enfin, il est triste à voir, quoi. Et mais en tout cas, le film ne porte jamais de jugement sur leur personnage. Ça, c'est bien, et c'est un film, en fait, je l'ai un peu dit depuis le début, mais que je trouve vraiment bien. Sur les 2 premières semaines, il a fait un peu plus de 200 000 entrées. Je sais pas si c'est un succès économique, puisque quand même, ça a coûté 15 millions, c'est pas rien, surtout en France. Donc ça, je sais pas. En tout cas, je sais pas si la production visait un truc vraiment populaire. En tout cas, pour moi, ça en a vraiment l'étoffe, on va dire, d'un grand film populaire. Par contre, côté critique, je crois que ça va. Enfin, le film est vraiment apprécié. J'ai entendu très très peu de retours négatifs, moi personnellement. Je vois plus de retours négatifs du public. Ah ouais ? Où je trouve que les critiques publiques sur Sens Critique ou Letterboxd, Allociné, etc., sont beaucoup plus mitigées parce que c'est pas un film qui, comme je l'ai dit, donne au spectateur ce qu'il veut. Parce qu'il fait mal, quoi. Et donc, ça va mettre du temps avant que le public lui laisse une place, pour moi. Ça, c'est des films, ça prend des années avant qu'ils deviennent vraiment cultes. Donc, autant L'Amour ouf, il a eu instantanément un public. Alors là... Ouais. Mais là, c'est vrai que leurs enfants après eux, sur tous les sujets vraiment durs et violents, ils montrent assez cash les choses. Mais pour moi, il y aura une postérité dessus, mais c'est clair que oui, il parle à beaucoup de monde en plus, parce que il parle à toute cette France oubliée, il parle aussi à la communauté arabe. D'ailleurs, les 2 réalisateurs le sont eux-mêmes, hein, et ça se voit dans le traitement du personnage de Yacine, qui est le plus opprimé, hein, de loin, hein, même plus encore que Paul Kircher. Hein. C'est lui qui, pour moi, est la grande victime dans l'histoire, en fait. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Voilà. Et ça va mettre du temps. Mais je vois pas pourquoi ça serait un film qui tomberait dans les oubliettes, quoi. Il y a pas de raison. Je pense pas. Ça, c'est clair et net, je pense pas. Non.
te propose qu'on passe à Limonov. Revolution is what we need. I'm for the Reds, the Blacks, the gays, Arabs, Puerto Ricans. I'm for the ones who have nothing to lose. Eddie, Russian authors are in vogue in the US right now. America's being freed and I, Eddie, lead the march and everyone loves me. Come on. I'm destined to be someone else. The whole world will be at my feet. Maintenant qu'on a abordé le film Goncourt, on va passer au film Renaudot, adapté d'un prix Renaudot, donc Limonov d'Emmanuel Carrère. Limonov, c'est la biographie, le biopic d'un auteur russe, Limonov, donc. C'est un nom de plume, et ça veut dire citron en russe. Et il me semble en tout cas que le citron est associé à la grenade, de ce que j'ai compris. Enfin, y a une image... Putain, ouais, je sais plus la métaphore, mais oui. Il y a une image un peu guerrière, parce que c'est souvent... même la couverture du livre, c'est un citron qui a une goupille comme une grenade. Ah ouais, ok. Et à la fin du film, justement, dont on va parler, il y a une grenade à la une, en logo de son journal. Son journal militant, le logo de son journal militant, c'est une grenade. Donc, c'est en effet un auteur explosif, c'est le cas de le dire. Oui. Très subversif et très atypique, donc au point quand même d'inspirer Carrère pour en faire tout un roman. Donc, le roman a été adapté par un réalisateur russe également, donc Kirill Serebrennikov. Donc c'est un réalisateur qui a 55 ans déjà. Il a déjà pas mal de films à son compteur, hein. C'est pas du tout un débutant. Il a déjà 10-15 longs métrages derrière lui. Et donc, c'est un réalisateur qui, notamment, a atteint une renommée internationale, pas seulement par rapport à son œuvre, mais aussi parce que il a eu des bricoles avec Vladimir Poutine, un grand ami des artistes, qui, du coup, a fait un truc, à ce qui paraît, une tactique très courante, par son régime pour décrédibiliser un artiste. Qu'est-ce qu'on fait pour décrédibiliser un artiste dans la Russie de Poutine? On fait genre ah, vous avez détourné des fonds, monsieur, hein. Ah là là, vous êtes un voleur. Et donc il a été accusé de détournement de fonds, que soi-disant il avait utilisé du pognon pour un film prévu pour un film à d'autres fins. Il y a visiblement des preuves plutôt légères que c'est le cas, hein. Et donc il a été assigné à résidence suite à ça à Serebrennikov. Il y a eu tout un bordel médiatique là-dessus, il y a eu des pétitions pour qu'on arrête de le faire chier. Même Poutine était un peu à se dire bon, on est en train de s'afficher aux yeux du monde entier, on va peut-être se calmer sur ce mec-là, parce que sinon, là, le soft power, ça va pas trop le faire. Et donc, il y a eu vraiment une énorme controverse autour de ce réalisateur, qui est devenu un peu le symbole, malgré lui, de l'artiste russe opprimé par excellence, quoi. Voilà. Donc, il s'est fait connaître notamment par Le Disciple en 2016, par Leto, qui était passé donc au Festival de Cannes, et il n'avait pas pu se rendre au Festival de Cannes, de mémoire, pour présenter ce film. Non, justement, non. Ouais. Et donc Leto, c'est un film, un biopic sur un musicien et un vrai, c'est-à-dire pas Jared Leto. À la place, donc c'est un film sur Viktor Tsoi, qui est donc le leader du groupe Kino.
Et j'ai une affection pour le rock, le post-punk soviétique de cette époque-là, des années 70-80, donc je valide. Je connaissais même pas l'existence de ce film avant l'épisode, donc j'ai très envie de le voir maintenant. Donc, suite à ça, il a fait d'autres films, donc La fièvre de Petrov, La femme de Tchaïkovski, donc encore un biopic. Et donc c'est ça, La femme de Tchaïkovski, petite parenthèse, c'était sur l'épouse de Tchaïkovski, comme son nom l'indique, qui était gay. Sauf que elle, elle le kiffait, Tchaïkovski, mais lui ne la kiffait pas parce que c'était pas possible du coup. Donc c'est un peu comme Ziggy de Céline Dion, vous voyez, elle est amoureuse d'un gay, mais c'est triste. Et c'est surtout que c'est une admiratrice de Tchaïkovski. Oui. Elle peut le rencontrer, il déclare un peu son amour, tout ça, et il dit ah bah ouais, ok, c'est réciproque. Hop, on se marie, tout ça, et en fait, elle a juste été utilisée comme femme de façade sans avoir été mise au courant. Et ouais, il a utilisé comme beard, barbe. En anglais, il dit ça en fait quand un gay, quand un gay il se marie avec une meuf comme ça pour avoir une couverture, tu vois, ils appellent ça une barbe. D'accord. Bah du coup là, c'est une histoire de barbe, voilà. C'est ça. Et donc il a fait ça, et après donc Limonov, La Balade, le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui par contre n'intéresse pas tant que ça l'audience pour l'instant, puisque tu m'as dit qu'il était à combien d'entrées déjà ? Il est à un peu moins de 25 000 entrées sur les 2 premières semaines. Ça fait mal. Voilà. Ouais, ce qui est pas énorme. Et alors La femme de Tchaïkovski, je sais pas, mais je me demande si je me demande pas si Limonov c'est son premier film non russe. C'est une coproduction avec la France, l'Espagne et l'Italie. Et donc Serebrennikov, ouais, petit truc en passant, il n'est plus assigné à résidence et il s'est barré à Berlin. Voilà. Oui. En fait, il a quitté la Russie en 2022 après le début de la guerre en Ukraine. Donc, et justement, oui, pareil, Limonov, c'est une coproduction franco-italo-espagnole, même chose. Je me rappelle parce qu'il le montre dans le générique du début. Et voilà, et du coup, Limonov, c'est un écrivain russe qui, du coup, est tout comme Serebrennikov, une personne très révoltée. Très très rebelle, inclassable même certains diraient. Alors ouais, pour la petite anecdote, quand je suis allée acheter mon billet de ciné, il y avait des gens avant moi dans la queue qui étaient là. Ah oui, Limonov, une figure très atypique. Ah oui, je confirme. je vais vous dire tout de suite, moi je savais même pas de quoi il parlait. Je savais même pas qui c'était Limonov avant de connaître l'existence du film, alors que j'ai un diplôme de lettres. Diplôme en carton-pâte au passage. Voilà, preuve supplémentaire. Mais du coup, Limonov, c'est un auteur qui a surtout écrit entre les années 60 et 80-90 de mémoire. Et ensuite, il s'est lancé dans le militantisme politique sous la Russie. Il a dirigé un parti d'extrême droite. Et désolé de vous décevoir, mais après, il a rejoint les forces pro-russes dans le Donbass en 2014. Ouais. Et il est décédé en 2020. Donc avant la guerre, la deuxième guerre, disons. Puisque la guerre a commencé en 2014, mais là, elle se répand vraiment, comme vous le savez, depuis 2022. Voilà, il est décédé depuis. C'est pas surprenant que Serebrennikov s'intéresse à quelqu'un de dissident. Donc il y a même un passage dans le film que j'ai trouvé intéressant, c'est un éditeur français qui parle à Limonov, donc qui est un écrivain maudit, qui a vraiment beaucoup de mal à se faire connaître, et il lui dit si tu veux devenir un grand auteur russe, il faut que tu quittes New York pour aller en France te faire publier. En France, tu vas vendre des bouquins.
Après, il faut que tu ailles en Russie. Si tu rentres en Russie, tu vas te faire arrêter, on va te mettre en tôle. Et après, quand tu sors de tôle, tu vas être un grand écrivain russe. Là, tout le monde va te célébrer, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. La prophétie se réalise littéralement comme ça. Et Serebrennikov, il y a un côté comme ça aussi. C'est que il a fallu qu'il soit un martyr de la France. Il a fallu qu'il soit un martyr de la Russie de Poutine pour qu'ensuite il ait la célébrité internationale, quoi. Un peu. Alors c'est vrai que Limonov, c'est un truc, c'est donc il a fait partie un peu des auteurs dissidents, on va dire, de l'URSS. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu des soucis et qui a été un peu contraint à l'exil. Et donc a vécu à New York et en France. À New York où il a été majordome, entre autres. Ouvrier voilà. à Kharkiv. Oui, voilà. Voilà, il a toute une vie comme ça d'ouvrier, de mec qui touche les allocs, de majordome. Il a enchaîné plein de petits boulots. Il a tout un pan de sa vie aussi où il se tapait des SDF noirs à New York. Oui. Il y a une scène comme ça dans le film très surprenante. Un de ses livres les plus connus s'appelle, je cite, « Le poète russe préfère les grands nègres ». Oh putain. Et il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Oui. Bon, après, c'était en 1980. C'est pour ça le mot nègre, maintenant, il l'aurait pas utilisé pour la traduction, je pense. Mais bon, voilà. Désolé pour le gros mot. C'est pas moi. Et donc, oui. Le film est donc une coproduction franco-hispano-italienne avec un acteur anglais, Ben Whishaw, que j'adore depuis qu'il a joué l'extraordinaire Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum. Je n'ai jamais quitté cet acteur depuis, je l'adore. J'ai l'impression qu'il a aucune limite dans son talent et il le confirme ici. Donc c'est un film très mondialisé pour le coup, entièrement tourné en anglais, peu importe le pays où ça se passe, que ce soit New York, Paris, l'Ukraine ou l'URSS, etc. Tout le monde parle anglais. C'est vrai, c'est un peu troublant, quoi, parce que il va retrouver ses parents en Russie quand il revient. Putain, ça parle en anglais. Alors, je sais pas pourquoi, comment, mais bon, c'est pour que ce soit plus lisible, peut-être. Enfin, de toute façon, c'est pas un film qui vise tant que ça le réalisme, parce que déjà la BO, des fois, elle est complètement anachronique. Oui. Il y a des trucs des fois qui se passent dans ce film, et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment arrivé ? Et j'ai vérifié, il y a des choses qui sont vraiment arrivées, oui, comme le SDF, par exemple, le SDF noir. Mais il se passe des choses folles, sans arrêt, dans ce film, c'est incroyable. Et vraiment, mais ça se passe sur plusieurs décennies. Vous suivez, on est vraiment dans ce style de film, vous voyez, qui retranscrit la grande histoire du XXe siècle entre les années 60 et années 2000. Donc années 60, là Ben Whishaw interprète Benjamin, du coup, avec les cheveux longs et les lunettes. Notre Benjamin à nous, hein, je précise. Et dans les années 2000, il interprète Florent Pagny, du coup. Ouais. Et voilà. Oui. Mais on est vraiment dans ce style de grande fresque qui s'étend sur plusieurs époques. Et donc on suit Limonov dans sa misère d'écrivain maudit. C'est pas facile, bordel, hein, d'être écrivain, ça demande beaucoup de sacrifices quand même. Hein. Alors moi je connaissais pas du tout Limonov. Et je peux peut-être me tromper. J'ai un peu l'impression avec ce film que c'était juste un énorme connard. Parce que, faut le dire, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement animé par sa propre gloire, on va dire. Et beaucoup animé par son ego, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de... il est un peu jamais trop là où on l'attend, comme ci, comme ça. Il est un peu toujours dans la provoque et tout. Mais
pas pour faire bouger les choses, juste pour faire parler de sa gueule. Et il y a vraiment un truc un peu, moi je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un espèce de Tyler Durden russe, tu vois, le mec de Fight Club qui brandit des grands discours anti-capitaliste ou quoi, alors qu'en fait c'est juste un pur produit de ce qu'il prétend combattre. Il devient un Tyler Durden à la fin, justement, quand il a tout un parti de militants d'extrême droite, toute une armée qui l'entraîne dans des sous-sols. Là. Ah oui, putain. Et ça, on dirait vraiment Fight Club à ce moment-là. Hein. Ouais. Mais c'est vrai quoi, il y a vraiment un truc. Alors j'avoue, le film, Serebrennikov oblige. Bon, j'ai vu que ces films à partir de Leto. Donc, alors, pour être assez bref, Leto, j'ai trouvé ça bien, mais voilà, ça m'a pas non plus emballé. La fièvre de Petrov, gros coup de cœur. J'ai halluciné devant ce film. Ça, c'est bourré d'idées. Ça, il y a un côté qui peut être décousu, mais waouh, on se prend de grandes émotions. Et La femme de Tchaïkovski, c'est vraiment très chouette aussi. Il faut le dire, donc Serebrennikov, il tourne beaucoup en plan séquence. Et avec des plans séquences quand même assez tirés par les cheveux, on va dire. Ça mélange des trucs, c'est pas réaliste. Hein. Dans Limonov, il y a un truc où genre ça passe les années et c'est Ben Whishaw qui passe de décor en décor dans un studio. Et à la fin, il sort carrément du studio et voilà, on voit que c'était un décor de cinéma. J'adore cette scène. Ah ouais, cette scène, elle est chouette. C'est incroyable. Mais il faut dire, j'ai l'impression, donc vite fait pour Serebrennikov, j'ai pas trouvé ça hyper inspiré. J'ai l'impression que c'est un peu une redite de beaucoup de ces fameux plans séquences qui restent techniquement très propres. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu le regard sur Limonov, je sais pas trop comment le situer, parce que à la fois j'ai l'impression que c'est un gros connard, et en même temps il cache pas une certaine fascination pour le mec, parce qu'il est quand même franchement mis en valeur, du coup pendant 2 heures et quelques. Et je sais pas, c'est pas que ça me gêne, mais je m'interroge un peu sur le projet en fait, que ça a pu être. Disons que je crois qu'il partage pas toutes les opinions de Limonov. Non, surtout pas les dernières. Ouais, parce que il est pas d'extrême droite quand même, Serebrennikov. Donc voilà, mais il y a de la nuance. C'est-à-dire que pour moi, il s'identifie à sa rébellion, peut-être qu'il voudrait même être aussi fou que lui. Et c'est vrai que des fois, je trouvais assez jouissif sa folie, le fait qu'il a absolument aucune honte à être lui-même jusqu'au bout, jusqu'à des situations absolument hallucinantes, quoi. Ah oui, voilà. Il y a des il choses agresse quelqu'un à la radio, enfin... la scène de la radio française, là. Mais ouais, c'est ça, ouais. Mais t'es triste parce que c'est Céline Salette qui prend cher. Non, c'est l'autre. C'est pas l'autre ? Non, c'est Céline Salette. Ah ouais ? Ah merde. Ah, je pensais qu'elle se prenait que un verre d'eau dans la gueule. Enfin, que de l'eau dans la gueule. De la vodka, ouais. Oui, plutôt vodka, c'est vrai. Mais Et Sandrine Bonner qui essaye en vain de maintenir la paix sociale. Ouais, qui est un peu foutu d'avance, clairement, avec cette comme dirait Jean-Pascal, hein, c'est un agitateur, quoi. Enfin, c'est un sacré provocateur et un animal. Hein. Mais c'est vrai que là-dessus, Serebrennikov, il y a un côté un peu cinéaste fou. Enfin, je recommande vraiment La fièvre de Petrov, parce que ça... Il y a vraiment des moments, j'ai été subjugué. Et c'est vrai que pour le coup, Limonov, qui a l'air aussi un mec assez zinzin, c'est très cohérent que, en tout cas, ce soit Serebrennikov qui ait fait le film sur lui. Emmanuel Carrère, je crois qu'il avait dit que ce gars-là l'intéressait parce que justement, comme tu disais, il a quand même traversé beaucoup de moments majeurs en fait au moment du XXe siècle. Oui. Et Emmanuel Carrère qui apparaît dans le film d'ailleurs, qui joue le critique avec qui Limonov discute au restaurant en Russie vers la fin du film. Peut-être en tant que petit admirateur de Serebrennikov, j'ai pas été subjugué, mais les retours aussi c'était un peu pareil, je crois. Beaucoup de gens restent, enfin quasiment tout le monde reste un peu sur sa faim. Par contre, c'est clair et net, Ben Whishaw il défonce. On savait déjà que c'était un super acteur, mais bon voilà, il nous le rappelle, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir.
Oui, parce que l'accent russe, ça peut très vite être ridicule. Ouais. C'est un Anglais qui doit quand même jouer un Ukrainien. Enfin, c'était dans l'URSS, l'Ukraine, donc voilà. Oui. Mais Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine. Et il est originaire de là. Mais oui, du coup, on le questionne jamais, en fait. Bah oui, c'est un mec assez excentrique de base, donc forcément, il arrive super bien à embrasser un personnage comme ça. Donc moi, j'ai été subjuguée, c'était exactement le genre de film que je devais voir en ce moment, même à titre personnel. Vraiment. Ouais. Et quelle folie, et j'adore, même si... voilà, même s'il y a des choses que je trouve très discutables chez ce mec... Qu'est-ce que c'était jouissif par moment quand même. Mais est-ce que t'as pas des réserves sur le fait que justement c'est quand même un mec qui a commencé un peu punk, un peu progressiste, comme ci, comme ça, qui a fini complètement à l'extrême droite, enfin une espèce de trajet un peu improbable, mais que justement le film donc met en valeur son parcours, mais le questionne pas vraiment en fait. Pour moi, il dit pas non plus que c'est une bonne chose. Parce que quand même, il l'enterre un peu à la fin. Il dit, au fait, il a aussi rejoint les forces pour le Donbass. Ouais. Avec ses skinheads. Enfin, vraiment, c'est dit comme ça. Voilà, il fait pas mystère quand même de ses opinions plus que limite sur la fin. Mais quand même, si, c'est un peu critiqué, mais peut-être un peu trop subtilement, peut-être pas de façon assez explicite, parce que à un moment, il y a une conférence de presse là à Moscou et il y a une critique qui lui dit oui, il est passé le poète aux cheveux longs que j'ai connu. Maintenant, vous me faites juste penser à un fonctionnaire, quoi. À un fonctionnaire de l'URSS. Vous êtes devenu trop triste. Et je trouve que malheureusement, c'est le cas de pas mal d'artistes, en fait. Ils se fanent un petit peu avec l'âge, pas toujours, mais t'en as quand même pas mal qui se perdent en cours de route, surtout chez les punks, hein, justement. Oui, non, ça c'est clair. Mais ouais, mais je sais pas, le film, il y a une maestria visuelle, hein, c'est clair, mais c'est là où je me dis, putain, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est là où je me dis, peut-être pas, pas assez de matière pour beaucoup d'effets. Ah, peut-être, oui, ça peut être vu comme ça, ouais. Parce que, enfin, déjà, c'est très visuel, très pop, très clinquant, comme doit l'être l'écrivain d'ailleurs, que j'ai très envie de lire maintenant. Bah, surtout le truc avec, je préfère les grands nègres, c'est ça. Oh, le titre. Mais oui, non, c'est le livre qui parle de sa vie à New York, qui prend une grosse place dans le film d'ailleurs. Ah oui, beaucoup, ouais. Il y a cette mannequin aussi, là, incroyable l'actrice d'ailleurs, parce que c'est très très difficile d'être une excellente actrice et un excellent mannequin à la fois. Et là, en fait, elle a un rôle qui demande d'être bonne dans les deux. C'est vraiment la mannequin new-yorkaise qui bascule dans la décadence et la drogue, quoi. Enfin, c'est bon. Ça fait penser à ces filles de la Factory d'Andy Warhol qui sont parties en couille, là. Façon Eddie Sedgwick. Enfin, voilà. New York aussi, au-delà du rêve, un peu une machine à broyer quand même. Et j'aime assez que Limonov remette ça en cause aussi. Il critique beaucoup le système américain. Et d'ailleurs, c'est pas là qu'il va finir sa vie. Non, bah non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'écrire quand on est un prolo, parce que tu es fatigué quand tu rentres du travail, et l'écriture c'est fatigant, et tu dois continuer à écrire en rentrant du boulot, et c'est... ça complique les choses, donc... Non, je trouvais que le film avait beaucoup de choses à dire, mais peut-être, oui, que ça nécessitait pas 2h15, mais bon, on se sent un peu obligé de faire des films de 2h15 maintenant. Bah après, si c'est Serebrennikov, moi ça me va. Hein. Enfin, je veux dire, le gars il s'est filmé. Oui. Et autant pour ce film-là, je peux le dire, je suis un peu déçu. J'ai oublié le film assez vite. Tu regrettes un peu, toi, non? Quoi? La Russie, quoi, l'URSS, non? Je regrette, oui, je regrette les grandes époques, évidemment. Mal du pays, quoi. Évidemment. Tu regrettes quoi?
je regrette cet homme, c'est l'image de l'homme qui était peut-être pendant les guerres surtout, tu sais, l'image de l'homme qui bat, qui est l'homme soldat. Ouais. C'est ça que je regrette. Par contre, et ça reste dans la thématique de l'épisode, le prochain film de Serebrennikov est également une adaptation de Prix Renaudot. Ah, ok. Et c'est un film. Alors, le tournage a commencé il y a 1 an et demi. Donc, j'imagine que on devrait avoir des nouvelles en mai, en avril-mai, quand il y aura le festival de Cannes. Hein, parce que, voilà, depuis l'étau, tous ces films étaient en compétition à Cannes. Tous. Et c'est un film qui raconte. Alors, c'est adapté d'un livre que j'ai lu. Voilà, cette fois, contrairement à tous les autres dont on parle depuis 2 épisodes. Ouais. Et c'est un film donc, sur la disparition de Joseph Mengele, donc le docteur nazi à Auschwitz qui a mené beaucoup d'expériences et qui, après donc, la chute du Troisième Reich, il a fait quelques années planqué un peu dans des fermes en Allemagne, mais en 1948, je crois, il a réussi à rejoindre l'Amérique du Sud et le livre raconte toute sa vie à partir du moment où il arrive en Amérique du Sud. Et déjà, le sujet m'intéresse. Pour question de disparition, un peu tout ça. Question nazie aussi, il faut le dire. Voilà, la zone d'intérêt a beaucoup ravivé cet intérêt pour cette histoire de l'Allemagne quand même assez dure. Mais voilà, à savoir aussi que c'est un mec, Joseph Mengele, c'est quand même un type qui a un peu... Le livre est divisé en 2 parties, c'est-à-dire le Pacha, puisque au début, vraiment, ils se sont retrouvés entre grands nazis, entre là-haut, avec juste l'idée de Hitler a raté. Mais nous, on va essayer d'autres choses. On va apprendre de ses erreurs et on va tenter ça, quoi. L'Europe était complètement en ruine. Ils pensaient un peu à se reconstruire. Et arrivent les fins des années 50-60. Bon, là, en Europe, ils se sont dit, Europe-Israël, ils se sont dit, on va chercher les derniers qui restent là par la peau du cul. Et là, on commence sur la 2e partie du bouquin, où là, il a fallu vraiment se planquer et chercher des planques et être extrêmement vif sur une quelconque menace. Donc, ça raconte un peu l'histoire d'un mec qui a son idéologie, qui ne dévie jamais de ça. Le mec est resté nazi jusqu'au bout. Mais il y a ce côté comme un fou en fuite, un peu. Et donc, ça, par Serebrennikov, je me dis, ça peut être super. Oui, c'est clair. J'ai l'espoir de me dire que si Limonov, j'ai pas trouvé ça très inspiré, c'est qu'il devait bosser déjà un peu sur Mengele et que là, ça va y aller plus à fond. Clairement, thématiquement parlant, ça m'étonne pas du tout que ce soit lui qui a adapté ce livre. Qui est très chouette d'ailleurs. Voilà, livre d'Olivier Guèze, La disparition de Mengele. En fait, Serebrennikov, quand il lit un livre, il vérifie avant si c'est le prix Renaudot. Peut-être. Sinon, il lit pas, tu vois, il y touche pas. Je pense qu'un homme qui a quand même conduit 400 000 personnes à la chambre à gaz et qui a procédé à des expériences qu'on aurait peut-être même du mal à faire endurer à des lapins ou des souris ne peut pas être puni. Maintenant, je pense que ces 20 ans au Brésil, ces 20 ans de solitude, de paranoïa, d'angoisse, d'amertume, ont été une terrible punition pour cet homme-là. Je pense que s'il avait été arrêté et jugé par les Allemands, s'il était passé devant un tribunal allemand, je pense que sa vie aurait été beaucoup plus simple. Il n'aurait pas été condamné à mort, puisqu'il n'y avait plus la peine de mort en Allemagne. Il aurait sans doute eu le meilleur avocat, puisque sa famille était richissime et lui aurait offert cet avocat. Il aurait pu tranquillement finir ses jours en prison. Fin de cet épisode bonus. Retrouvez-nous prochainement pour une émission a priori plus sur la Belgique et pas sur les trucs les plus réjouissants qui s'est passé en Belgique. Oui, teasing. En attendant, voilà, teasing. En attendant, passez une bonne fin d'année ou bonne année si cet épisode sort déjà en janvier. Voilà. Bonne fête de fin d'année, dédicace à Benjamin et Martin. Ouais. Gros bisous Benjamin Martin si vous nous écoutez. Gros bisous sur vous. On n'a pas dit de mal de vous de tout l'épisode. Si jamais vous checkez à certains endroits, voilà. Non, ça va dire qu'il y a une ressemblance avec Ben Whishaw, il y a pire. Ah ouais, il y a largement pire.
Allez. Salut.